Bonjour à tous, aujourd'hui on va déconstruire une idée tenace, une image qu'on a tous en tête quand on pense aux crises, le mythe du bunker. Mais comme on va le voir, cette stratégie est peut-être bien une impasse tactique totale. Un fantasme hollywoodien suicidaire. Voilà, on commence direct avec cette phrase choc tirée de notre source. Ce sont des mots forts qui viennent bousculer une image qu'on connaît par cœur. Alors la question c'est, pourquoi ce mythe du survivant solitaire serait-il si dangereux ? D'abord, il faut comprendre ce qu'est ce mythe du bunker. Ce n'est pas juste une idée en l'air, non. C'est une véritable vision de la survie qui nous est littéralement vendue. Une image séduisante, faite pour nous rassurer face à un monde qui semble de plus en plus imprévisible. On la connaît tous, cette image d'Épinal, pas vrai ? L'individu seul, retranché dans sa cabane avec des murs de boîtes de conserve et un arsenal. C'est le héros de tellement de films, de séries, le fameux loup solitaire, prêt à tout affronter. Et le plus fort, c'est que cette caricature, on nous la présente comme une stratégie hyper rationnelle. Face au chaos ambiant, face à des systèmes qui nous dépassent, l'idée de se retirer, de contrôler un petit périmètre, ça sonne comme le summum de l'autonomie et de la sécurité. C'est logique, en apparence. Mais voilà, cette logique a une faille, une énorme faille. Et c'est notre deuxième point, c'est un suicide tactique. On va maintenant démonter cette idée de résilience individuelle. Et on ne va pas le faire avec des opinions, mais avec des faits absolument implacables. Tout part d'une question de bon sens. Un individu seul, même s'il est surentraîné, suréquipé, ça reste un être humain. Et en tant qu'humain, il a des limites biologiques, des limites qu'on ne peut pas contourner. Et ce sont justement ces limites qui font que tout le château de cartes s'effondre. Regardez ces 3 points. Ils semblent évidents, mais d'un point de vue stratégique, c'est dévastateur. Un individu seul doit dormir. Qui surveille pendant ce temps ? Personne. Il peut tomber malade, même une simple grippe, et il devient incapable de se défendre. Et puis, inévitablement, il s'épuise. Assurer une vigilance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est physiquement impossible. Et tout ça, ça nous mène à une conclusion assez radicale en fait. La résilience individuelle, ça n'existe pas dans la nature. Pensez-y une seconde. Les loups chassent en meute. Les abeilles vivent en colonie. Tout l'écosystème est un gigantesque réseau d'interdépendance. L'idée d'un être vivant totalement autonome est une pure fiction. Bon, alors, si l'individualisme est une impasse tactique, quelle est l'alternative ? On y vient. C'est notre 3e point, la stratégie du réseau. Et attention, elle n'est pas présentée comme une option parmi d'autres, mais comme la seule et unique voie qui soit vraiment viable sur le long terme. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de logiciel. On passe de la mentalité du bunker à ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie du réseau. L'individualisme est remplacé par le collectif, l'idée de fuir la société est remplacée par celle de construire en son sein, et, point crucial, l'obsession de stocker des biens matériels cède la place au développement de compétences humaines partagées. La conclusion logique de tout ce raisonnement est donc sans appel. La seule véritable stratégie de résilience adaptée à notre siècle, elle est collective. La bonne question n'est plus combien de boîtes de conserve on peut stocker, mais plutôt combien de liens de confiance et de compétences complémentaires on peut tisser autour de nous. Ce qui nous amène tout droit à l'objectif final, à ce que la source appelle la nouvelle mission. Notre 4e point, construire des micro-sociétés. C'est l'application concrète, le but ultime de cette stratégie de réseau. Et soyons très, très clairs là-dessus. Le but n'est absolument pas de fuir la société. Il ne s'agit pas de tourner le dos au monde, de partir vivre en ermite. C'est tout le contraire. Il s'agit de se réengager dans le monde, mais de manière plus intelligente, plus solide. Non, la véritable mission, c'est de construire des micro-sociétés robustes, des sortes d'îlots de résilience, mais pas cachés au fin fond des bois. Non, des îlots intégrés au cœur même de nos territoires, des communautés capables de coopérer, de produire et de se soutenir, ici et maintenant, là où on vit. On termine sur cette question. Maintenant qu'on a vu que le mythe du bunker est une impasse dangereuse et que la vraie force, la seule qui tienne la route, c'est le réseau, le choix nous appartient. Est-ce qu'on est prêt à changer de stratégie ? Et si notre façon de vivre, notre maison même, était en fait une sorte d'arnaque ? C'est une question un peu provocatrice, je sais. Mais aujourd'hui, on va explorer une idée assez radicale, qui s'appelle l'architecture de l'autonomie. L'objectif ? Bâtir des communautés beaucoup plus solides, plus résilientes, en repensant complètement la base, notre foyer. Allez, c'est parti. On va commencer avec une question qui a l'air toute bête. Est-ce que chaque maison a vraiment besoin de sa propre tondeuse ? Pensez-y une seconde. Cette question met le doigt sur une absurdité assez énorme de notre société, la duplication systématique des ressources. On a tous dans nos garages une perceuse, une échelle, une tondeuse, des outils qui dorment 99% du temps. Quel est le coût réel
non seulement financier, mais aussi écologique, de toute cette accumulation. Ce modèle, c'est celui qu'on nous présente comme la norme absolue, sans même qu'on y réfléchisse. Le foyer de la famille nucléaire complètement isolé. Chaque pavillon, sa pelouse, son garage et son propre set complet d'équipements. On nous vend ça comme le summum de l'indépendance, de l'autonomie. Mais en réalité, cette fausse indépendance a un prix très élevé. Elle nous endette et, peut-être pire encore, elle nous isole les uns des autres. Voilà, le mot est lâché, c'est un gouffre énergétique. L'expression est forte, mais elle résume parfaitement la situation. Et quand on dit énergétique, il faut l'entendre au sens large. Ce n'est pas juste l'électricité, c'est un gaspillage monumental de ressources, de matériaux, de temps et d'argent. Chaque foyer est transformé en une petite île de consommation qui, au fond, va un peu à l'encontre de toute logique. Et là, ce tableau rend les choses limpides. Le contraste est saisissant. D'un côté, le foyer isolé, où chacun s'endette pour acheter des équipements qui prennent la poussière. Résultat, une efficacité très faible. Et de l'autre, le modèle du hameau. Là, on met les coûts en commun pour avoir un accès partagé, permanent, aux mêmes outils de bien meilleure qualité. L'efficacité, maximale. L'absurdité économique du système actuel saute aux yeux, non? Bon, il faut appeler un chat, c'est une arnaque. C'est un système qui nous pousse, qui nous force même à dupliquer à l'infini les mêmes équipements lourds, souvent à crédit. On nous vend le rêve de l'indépendance, mais au final, on se retrouve avec une dépendance totale au système financier pour posséder des choses qu'on utilise à peine. Alors, comment on sort de cette impasse? La solution qui est proposée ici, c'est de voir ça comme un hack, un détournement intelligent des règles du jeu. L'idée, c'est de faire sauter le principal obstacle, le verrou qui nous maintient prisonniers de ce modèle, la structure même du foyer isolé. Et voici la clé de ce hack, le hameau. Attention, ce n'est pas juste un lotissement ou un groupe de maisons. Non, c'est un véritable module communautaire. Une unité de base pensée, architecturée, pour casser l'isolement, en mettant en commun les ressources les plus importantes. Les gros outils, la production d'énergie, l'accès à la terre. C'est une architecture au service de la coopération. L'échelle ici est absolument cruciale, entre 50 et 150 personnes. Pourquoi ce chiffre? Eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est assez grand pour qu'il y ait une vraie diversité de compétences, de savoir-faire, ce qui amène une forte résilience collective. Mais c'est aussi assez petit pour que de vrais liens humains puissent se tisser pour que tout le monde se connaisse. C'est le juste milieu parfait. D'accord. Mais alors, concrètement, comment ça fonctionne, cette mutualisation? Qu'est-ce qui fait que ça crée une telle résilience économique et matérielle? On va voir ça en détail. Le point central, c'est de comprendre ce qu'on mutualise. Il ne s'agit pas de partager sa cafetière ou sa brosse à dents, évidemment. Non, on parle des gros investissements. L'outillage lourd, les machines agricoles, les systèmes de production d'énergie comme des panneaux solaires, ou encore l'accès à des terres agricoles. En partageant ça, la communauté entière devient plus forte, plus autonome, et surtout, elle se libère d'un poids financier absolument énorme. Tout ça nous amène à une dernière réflexion, qui remet en question une idée bien ancrée. On nous a toujours appris que l'autonomie, c'était la possession individuelle. C'est à moi, donc je suis libre. Mais et si c'était exactement l'inverse? Et si la véritable liberté, ce n'était pas l'accumulation en solitaire, mais plutôt l'accès intelligent et partagé aux ressources? En fait, peut-être que la véritable indépendance, elle commence le jour où on choisit de dépendre intelligemment les uns des autres. Imaginez une communauté qui fonctionne parfaitement, mais sans chef. Pas de président, pas de leader, rien. Juste des règles du jeu claires pour tout le monde. C'est une idée assez radicale et c'est ce qu'on va explorer ensemble en se basant sur le chapitre 3 d'un texte qui s'intéresse à l'architecture de l'autonomie. Alors, la question affichée paraît simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Que se passe-t-il vraiment quand on retire cette figure traditionnelle du pouvoir? Comment un groupe peut-il bien avancer, prendre des décisions et construire des choses ensemble? C'est tout le défi qui est au cœur de cette réflexion. Avant de parler de la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Le problème que ce modèle essaye de résoudre. Les dangers qui sont inhérents à la centralisation du pouvoir. En gros, le texte nous dit que n'importe quel nouveau collectif risque de tomber dans l'un de ces deux pièges. Soit il se transforme en une sorte de mini-État, une machine administrative super lourde, où les règles et la paperasse finissent par tout étouffer. Soit, à l'inverse, il tombe sous la coupe d'un gourou, une personne charismatique qui, petit à petit, transforme son influence en une forme de dictature. Ok, donc on a le problème. D'un côté, la bureaucratie, de l'autre, le pouvoir personnel. Comment on fait pour éviter ça? Eh bien, la source propose une solution assez fascinante, une sorte de technologie politique. Et ça commence par un geste radical, et sans aucune demi-mesure.
La première chose à faire, c'est de bannir le chef. C'est non négociable. Pas de président, pas de directeur, aucun leader désigné. Le poste, en fait, n'existe tout simplement plus. Donc, si on enlève le chef, on met quoi à la place? On met un système. C'est ce que la source appelle un statut de proposition. Il faut vraiment voir ça comme le système d'exploitation du groupe. Le code, le logiciel qui va remplacer la décision d'une seule personne par un processus qui est collectif. Bon, c'est bien joli sur le papier, un protocole, mais concrètement, comment ça marche? Comment on passe d'une idée à une action concrète si plus personne ne donne d'ordre? Pour que ce soit bien tangible, on va suivre le parcours d'un projet tout simple, qui est d'ailleurs mentionné dans le texte, la construction d'un poulailler collectif. En fait, chaque idée, qu'elle soit toute petite ou immense, passe par ces 3 étapes. D'abord, la proposition est soumise. Ensuite, tout le monde en débat. On pèse le pour et le contre. Et enfin, si un consensus se dégage, elle est adoptée. Le point absolument crucial ici, c'est que le pouvoir de décision est complètement distribué dans l'ensemble du groupe. Et c'est là qu'on touche au changement philosophique vraiment profond de ce modèle. Ce n'est pas juste une autre façon de s'organiser, c'est une redéfinition complète de ce que signifie le mot autorité. Cette citation, elle résume tout. L'autorité ne repose plus sur un être humain qui est par nature faillible, sujet à ses humeurs, à ses biais. Non. Elle est diluée, intégrée dans le processus lui-même. C'est le système qui devient l'autorité. Et ce système, il est incorruptible. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des règles claires, connues de tous, qui s'impliquent de la même manière à tout le monde. Le changement fondamental, c'est donc ça, c'est cette migration de l'autorité. Elle quitte l'individu pour s'incarner dans les règles du jeu. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est un véritable hack de la gouvernance. C'est un peu comme si on prenait les idées de la démocratie liquide, qu'on voit parfois en ligne, pour les appliquer directement au monde physique, à l'échelle locale. Au bout du compte, ce modèle ne cherche pas à remplacer un chef par un meilleur chef. Il rend la notion même de chef obsolète. Et du coup, ça change la question. La question n'est plus qui détient le pouvoir, mais comment le pouvoir est-il exercé collectivement. Une perspective qui nous invite à repenser entièrement notre façon d'organiser nos futurs en commun. Alors, on a un projet de communauté résiliente, un hameau, en tête. On va s'attaquer à la question la plus importante de toutes. Comment on passe de l'idée à l'action, concrètement? C'est quoi le tout premier pas à faire? Après avoir réfléchi à tout, la gouvernance, la mutualisation des ressources, eh bien, la grande question débarque, par où on commence au juste? C'est quoi le premier geste à poser? Et c'est une question qui peut faire un peu peur, hein, et c'est justement là que se cache l'erreur la plus fréquente. Et voilà, le piège classique. Vouloir tout planifier, tout rationaliser dans les moindres détails dès le départ. C'est un réflexe, on aborde le projet comme si c'était un pur défi d'ingénierie, et en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. Non, laissez tomber l'idée de trouver tout de suite l'expert en électronique ou le pro de la soudure. La vraie urgence, la priorité absolue au départ, c'est de bâtir la confiance, c'est de créer du lien humain. Tout le reste, ça viendra bien après. Et il y a cette phrase qui, franchement, résume tout parfaitement. L'autonomie n'est pas un sprint technologique, c'est un marathon social. L'idée, ce n'est pas d'avoir un système technique parfait tout de suite, non. Le but, c'est de construire des fondations humaines, des relations qui soient assez costaudes pour tenir dans la durée. Du coup, voilà, le bon ordre des choses. On commence par l'humain, c'est la base, le socle de tout. Après, et seulement après, on se met d'accord sur des objectifs simples que tout le monde partage. Et c'est vraiment à la toute fin que la technique arrive pour, on va dire, consolider le projet. Et cet ordre-là, il est crucial. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la méthode, oui, elle est stratégique, mais elle prend la logique habituelle à contre-pied. Elle fait passer les gens, les relations humaines, bien avant les plans de construction ou les outils. C'est une approche profondément et avant tout humaine. Bon, ça nous amène logiquement à la grande question. Si on ne commence pas par chercher des super expertes avec des compétences rares, eh bien, avec qui est-ce qu'on commence? Avec qui on bâtit ce tout premier noyau? Voilà. Donc au début, on met complètement de côté la recherche de compétences hyper spécifiques comme celle-là. Ça, c'est pour bien plus tard dans le projet. Se lancer là-dedans dès le départ, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'est le meilleur moyen de décourager tout le monde avant même d'avoir commencé. Ok, mais alors il est où ce fameux premier noyau solide pour démarrer? La réponse, en fait, elle est souvent beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Oui, c'est aussi simple et en même temps aussi profond que ça. Le projet, il ne démarre pas avec un tableur Excel ou un plan d'affaires compliqué. Non, ça commence juste avec une conversation. Peut-être simplement par-dessus la haie du jardin. Et finalement, la vraie question qu'on nous pose, c'est celle-ci. Et si les fondations de cet avenir résilient, ce n'était pas un plan sur papier, mais juste une poignée de main?
Si ce n'était pas une histoire de préparation individuelle dans son coin, mais plutôt une création collective? Et si ce premier pas, on ne le remettait pas à demain, mais qu'on le faisait maintenant, simplement avec la personne qui habite juste à côté?